He disappeared without a trace 3 years ago. Tonight, a San Antonio boy is back home. Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle chronique du Filmonaute. Il était grand temps que nos pérégrinations cinéphiles nous mènent à la forme documentaire. Et quoi de mieux pour aborder ses codes esthétiques et ses enjeux éthiques qu'un film qui s'amuse de toutes ces conventions afin d'en tirer la forme idéale pour traiter son sujet. C'est en effet le programme de The Imposter de Bart Layton qui nous ramène aux années 90 pour nous conter une sombre et curieuse histoire. Avant de commencer, je dois vous avertir que l'analyse étant basée sur la façon dont nous sont dévoilés les tenants et les aboutissants de l'intrigue, il est conseillé de voir le film en amont, afin de faire l'expérience de sa manipulation. Vous êtes prêts ? Alors allons-y sans plus tarder. En 1994, un adolescent texan du nom de Nicholas Barclay disparaît mystérieusement, laissant sa famille dans l'angoisse, la colère et l'incertitude pendant 3 longues années sans nouvelles de l'enfant. Mais 3 ans plus tard, un couple de touristes découvre en Espagne un adolescent apeuré et sans identité. La famille de Nicolas est contactée, il s'agirait bien de lui. How did he get there? You have like 100,000 questions that you want answered immediately. La nouvelle est aussi mystérieuse que réjouissante et il nous tarde d'en savoir un peu plus. Après cette contextualisation par les premiers entretiens avec les membres de la famille Barclay, le titre apparaît enfin. Quand soudain, à la voix off qui nous retransmettait l'appel des touristes, vient alors s'ajouter l'image. Un corps prostré, à l'abri de la pluie nocturne dans une cabine téléphonique. En fond sonore, les sirènes de la police qui répondent à l'appel. Et bientôt, un visage. Celui d'un nouveau narrateur, immédiatement identifié comme l'imposteur du titre et qui nous regarde droit dans les yeux. Le dispositif narratif du film est installé. Nous aurons donc pour nous guider à travers cette histoire le témoignage de l'imposteur et ceux des membres de la famille. Avec d'un côté une reconstitution très cinématographique des événements et de l'autre une série d'entretiens face caméra plus habituellement associés au documentaire. Pour capter notre attention et orienter notre regard, Bart Layton compte sur plusieurs sentiments qu'il cherche à déclencher en nous. Tout d'abord, l'empathie. C'est tout l'enjeu du travail de reconstitution qui est rapidement associé au point de vue de l'imposteur. Ainsi, les séquences illustrant son expérience personnelle sont toujours en faveur d'un statut de victime qu'il se construit progressivement. Au discours qu'il tient sur sa naissance et son enfance misérable s'ajoutent les images de son arrivée au foyer, lieu d'accueil où il pourrait enfin trouver l'attention qu'il n'a pas reçue de ses parents. Cette entrée en matière très théâtrale nous prépare à des artifices de mise en scène qui traduisent la spontanéité du récit de l'imposteur. Un plan en vue subjective pour accentuer le sentiment d'urgence et l'observation nécessaire à l'improvisation. Un montage de surimpression pour représenter un esprit empêtré dans une série de mensonges. Une synchronisation labiale entre le témoignage et les dialogues issus de son imagination. I wasn't the one who was telling them I've been sexually abused. I made them ask me that. Des extraits de films dans lesquels il puise son inspiration. So I called American police. And South, Detective Fowler. The New York police. Lieutenant Kojak's office. Et même un dédoublement dans l'image pour affirmer de manière définitive qui a vraiment le contrôle du récit. Let's see if it's him. Mais alors, comment croire à ce qui nous est raconté quand tout indique dès les premières minutes que la réalité est déformée à l'envi par le personnage ? Eh bien, par un ensemble de choix esthétiques qui jouent directement sur notre crédulité et la confiance que l'on place dans les personnages. Poursuivons sur la mise en scène. Si l'intégration d'images d'archives dès l'ouverture du film nous place face à des repères familiers de la forme documentaire, qui donnent immédiatement du crédit au discours des intervenants, Layton parvient à les fondre dans une narration visuelle qui s'avère bien plus proche d'un cinéma de fiction. On note d'abord un détail significatif.
celui des plans qui n'interviennent que pour indiquer le passage du temps, et ainsi inscrire le film dans une chronologie linéaire, ce qui est peu courant dans le documentaire qui doit souvent naviguer entre différentes temporalités au gré des souvenirs des témoins, et des preuves apportées à l'enquête qui impliquent de nombreux allers-retours dans le temps. Cette continuité chronologique permet à Layton d'inscrire The Imposter dans un rythme proche du thriller, auquel il emprunte de nombreux codes visuels et sonores. L'excellente bande originale d'Anne Nikitin est directement influencée par l'atmosphère des meilleurs films du genre, et entretient autant notre stress que notre emballement face aux révélations des personnages, y compris lorsqu'il s'agit de souligner l'inspiration du moins fiable des narrateurs. Layton construit rapidement un cadre idéal pour l'immersion du spectateur, multipliant les références et les clichés du thriller pour que l'on soit en mesure d'accepter tous les rebondissements possibles. On retrouve donc sans surprise le bon vieux cliché de l'imprimante qui s'apprête à lever le voile sur une identité mystérieuse, le zoom avant qui prévient d'une révélation majeure, les fondus enchaînés qui nous font naviguer entre les dossiers d'enquête policière, un étalonnage particulier pour les séquences de flashback, et des scènes musicales proches du clip qui nous feraient presque oublier la supercherie derrière le bonheur de la famille enfin réunie. Couldn't keep the smile off my face at that point in time. Honestly. I just take him for drives and talk to him and turn up the music and stuff. I listen to the wind of my soul. He'd hang out with Cody and his friends, and after school they'd go to the park and play, and I mean they would do what teenagers do. Layton sème judicieusement quelques indices qui préparent le spectateur à certains retournements de situation. He thought he was an adult. We called him 13 going on 30. The only person I haven't met in the Barclays family was Jason, his half brother, the brother of Carrie. And finally, he came to see me. He didn't look at me like Nicholas, and he didn't pretend to look at me like Nicholas. And he said good luck to me. Mais là où le cinéaste est le plus malin, c'est dans l'introduction et la distribution de la parole des autres intervenants. Notre acceptation du discours de l'imposteur est régulièrement affectée par le statut et la réaction de ces figures incarnant des entités en quête de vérité. Il y a Nancy Fisher, qui dirige l'enquête du FBI, le détective privé Charlie Parker, ou encore le docteur Bruce Perry, chargé d'évaluer le traumatisme vécu par celui qui prétend avoir été enlevé et soumis à diverses tortures. Ces trois témoins interviennent pour rappeler au spectateur qu'il doit rester sur ses gardes en écoutant le narrateur principal. Mais pas seulement. À travers l'écriture et le montage choisis par Layton, il le conforte dans son illusion de contrôle. Dans un premier temps, Nancy Fisher apparaît pour mettre en avant la faculté de l'imposteur à fabriquer des souvenirs traumatiques. That's not what you lie about. You don't go into detail about torture and the murdering of children or whatever. None of that seemed normal. Si le FBI se laisse manipuler par son discours, pourquoi il n'en serait pas de même pour les proches de Nicholas ? Mais lorsque le comportement de la sœur devient douteux, après la confirmation qu'il ne s'agit pas de Nicholas, elle suspecte à son tour la famille de cacher quelque chose. There'd be no reason for them to accept a stranger into their lives unless there was something to hide. Et le spectateur tombe facilement dans le même piège car il a suivi son raisonnement précédent. Lorsque Charlie Parker entre en scène, il remarque immédiatement un détail de la physionomie de Nicholas qui lui permet de dénoncer l'imposture. They were different ears, and so I knew right away that absolutely he was not Nicholas Barclay. Son statut de détective privé et son efficacité immédiate en font directement un personnage digne de confiance. Alors, lorsque son enquête le mène à la recherche du cadavre de Nicholas dans un jardin du voisinage, le spectateur a toutes les raisons de se laisser entraîner dans cet ultime virage de l'intrigue. Quant au diagnostic du psychiatre, il participe ironiquement à minimiser l'imposture à un moment de bascule. Car en effet, le diagnostic confirmant qu'il ne s'agit pas de Nicholas est immédiatement suivi par la réaction improbable de la sœur, qui choisit malgré tout de ramener l'inconnu chez elle. I no longer saw them as a grieving, victimized family. I saw them as a very questionable family. Et voilà comment l'imposteur s'écarte un instant des projecteurs. I didn't need to be Columbo to put all the pieces together. They killed him.
Ainsi, Bart Layton conditionne tout au long du film notre regard sur le déroulement des événements, en tirant profit de notre culture cinématographique et de notre identification à des personnages types qui finissent par nous induire en erreur. On pourrait discuter le bien fondé de cette démarche sur le plan éthique, mais au fond, elle permet au cinéaste de nous confronter aux mécanismes de manipulation de son sujet, et de comprendre comment la famille de Nicholas a pu tomber dans un piège qui semblait pourtant grossier. Layton a choisi ce dispositif narratif après s'être lui-même laissé séduire par la version de Bourdin. You know, when you sit down with the imposter, with Frederick, in his version of the story, you know, he's the victim. And what is kind of amazing is how quickly you, as a human being or as an interviewer or a documentarian, are kind of seduced by that logic. So I thought, you know, there's something really interesting about this. You know, the way in which to make this film a very different kind of documentary is to allow him to do to the audience what he kind of does to everyone. Cette démarche artistique rappelle que l'exposition objective des faits ne met pas toujours en lumière le bouleversement psychologique qu'ils provoquent. La vérité cherchée par Layton est instable et nébuleuse, car son véritable sujet n'est pas la disparition de Nicholas, mais bien les facultés de l'imposteur. Comme d'autres films hybrides, tels que le magnifique Dear Zachary ou le glaçant Capturing the Freedmans, il interroge la pertinence des codes esthétiques du documentaire face à la complexité morale de certains sujets. De même que la fiction a beaucoup emprunté au documentaire pour retrouver le frisson de ces images authentiques, le documentaire pourrait bien s'emparer des codes de la fiction afin de mieux comprendre certaines figures réelles, qui n'ont parfois aucun remords à les exploiter pour détourner une réalité qui réserve encore bien des mystères à élucider.